Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'année est passée à une vitesse incroyable. On démarre le mois de décembre et vous serez sûrement nombreux à vous déplacer à la fin du mois pour rejoindre vos proches puis passer un petit peu de temps en famille. Dans ce contexte, il y a quelques jours, j'étais sur l'appli de la SNCF en train de me maudire d'avoir attendu aussi longtemps vu les tarifs affichés. Et pour ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en fait, la SNCF, c'est l'entreprise qui gère la majorité des réseaux ferrés en France, et c'est une entreprise qui est plus ou moins publique. Donc après avoir réservé, je me suis dit que l'appli était quand même plutôt bien faite, l'expérience utilisateur pas mal, et que ça changeait assez de la précédente. Par curiosité, j'ai cherché sur Google à quelle date il y avait eu ce changement, parce que je me souvenais plus quand ils avaient décidé de changer totalement l'interface et de passer de sncf.com à oui SNCF, puis SNCF Connect. Du coup, c'était en 2017 si vous voulez l'information. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, je suis tombée sur un truc qui s'appelait Projet Socrate. Les plus expérimentés d'entre nous qui écoutent le podcast y ont peut-être participé. Peut-être que vous-même vous en avez déjà entendu parler parce que c'est apparemment cité comme un exemple d'échec de projet informatique. Personnellement, ça ne me disait rien, mais le nom m'a intrigué, du coup j'ai continué mes recherches. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé avec ce projet Socrate. Retour en arrière, on est en 1988. La SNCF décide d'acheter le logiciel Sabre de la compagnie aérienne American Airlines. Pourquoi ? Déjà parce que le logiciel précédent en fait avait été fourni par la même entreprise, et deuxièmement parce que le logiciel de réservation précédent devenait obsolète et qu'en le gardant, l'entreprise n'aurait pas pu assumer les prévisions de fréquentation qui prévoyaient de doubler dans les 10 prochaines années. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 70, il y avait environ 45 millions de transactions par an. Entre 1985 et 1995, il prévoyait un passage de 45 à 100 millions de transactions par an, notamment avec la mise en place du TGV. Et ça tombait bien, ça donnait la possibilité d'augmenter les recettes en vendant des billets un peu plus chers. Forcément, ça voulait aussi dire une campagne de com et changer un peu la stratégie marketing. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que la segmentation de la clientèle et yield management sont apparus dans l'entreprise. Yield management, petit rappel, c'est le fait d'avoir des tarifs qui évoluent plusieurs fois par semaine, voire par jour, en fonction de l'offre et de la demande. Donc raison pour laquelle on paie des prix aussi élevés pendant les vacances et les périodes de fête, etc. Si on remet un peu de contexte, on comprend mieux pourquoi une décision stratégique comme ça s'est imposée. En fait, dans les années 80, il y avait pas mal d'accidents et de grèves et de mouvements sociaux. Le réseau commençait à être un petit peu vieillissant, surtout quand le TGV est arrivé. On a vu vraiment des différences en fonction des emplacements géographiques sur toute la France. Du coup, on peut imaginer logiquement que nouveaux services de réservation, hausse des prix, bénéfices, réinvestissement pour moderniser les infrastructures. Bon, 5 ans passent, les développements sont faits. Avance rapide, on arrive en 1993. Il y a toute une com qui est faite sur Socrate. Je cite, « Il s'agit d'un système moderne et intégré de distribution permettant d'offrir aux usagers des informations sur les horaires, les disponibilités et les prix et, simultanément, d'établir le titre de transport et la réservation. » En plus de l'amélioration de la qualité des prestations offertes aux guichets ou aux appareils de distribution automatique, ce système doit permettre de mieux utiliser les capacités de transport de l'établissement public en réalisant un meilleur équilibre entre l'offre et la demande de transport. Déclaration du ministre des Transports de l'époque. Le logiciel est lancé et c'est la débandade. Il y avait des files d'attente interminables, les trains partaient à moitié vides, les guichetiers ont fini par refuser de travailler et les associations de consommateurs étaient au premier plan avec les syndicats. C'était très mal parti pour rentabiliser le projet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On pourrait sauter aux conclusions et mettre la faute sur les informaticiens en disant que tout provenait des bugs du logiciel. Possible. Du point de vue des tests, beaucoup de choses ont pu être oubliées. À commencer par les cas d'utilisation. La segmentation clientèle n'existait pas avant et les gammes de prix étaient complètement différentes.
Il fallait donc prendre en compte de nouveaux critères, âge et fréquence de voyage, sachant que ces nouvelles gammes de prix étaient variables, train par train et jour par jour. Des services supplémentaires ont été ajoutés. Socrate offrant en fait la possibilité de réserver un hôtel à l'arrivée ou de louer une voiture en complément du voyage, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui. Donc beaucoup de nouvelles règles métiers. Côté expérience utilisateur, les personnes qui allaient utiliser ce logiciel n'étaient pas les voyageurs eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas autant d'automates que ce qu'on a aujourd'hui, mais en fait c'était les agents qui étaient présents au guichet et qui faisaient la réservation pour les voyageurs. Les terminaux de vente devaient être changés et les agents devaient apprendre à travailler avec une nouvelle interface. Malheureusement, il n'y a pas eu assez d'efforts mis sur la formation de ces agents. Encore pire, l'information était juste descendante, aucune remontée de terrain n'était prise en compte. Sur les bugs en production, rappelons que le logiciel Sabre avait été conçu en 1973 et aux États-Unis, donc sur un modèle anglo-saxon et qui plus est au départ adapté à l'aviation. Les informaticiens de la SNCF n'avaient pas toute la connaissance et ne pouvaient pas intervenir directement dessus pour apporter des modifications. Au moment de la mise en place en gare, les agents se sont retrouvés avec des écrans truffés de mots en anglais, incompréhensibles et bourrés de fautes. Au début, on comptait environ 1000 bugs par mois. Mais ce qui est ressorti de tout ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y avait surtout un problème de stratégie globale. Le logiciel de base était conçu pour l'aérien et il n'a pas été suffisamment adapté pour le ferroviaire. Il manquait par exemple des informations dans les bases de données. Les nouveaux tarifs ont amené un changement du cahier des charges, mais qui a dû se faire un peu en catastrophe. Et encore une fois, le niveau de formation dispensé n'était pas suffisant. Sans parler de la communication auprès des usagers qui manquait visiblement de clarté. Au total, le changement du logiciel a coûté entre 1,5 et 2 milliards de francs à l'époque, soit plus de 350 millions d'euros, et la SNCF a arrêté l'utilisation du logiciel en 2003. Comme disent les Américains, the rest is history. 20 ans plus tard, en tant qu'usager, on est encore un peu mécontent de la SNCF, mais heureusement pas pour les mêmes raisons. S'il y a une conclusion à tirer de cette histoire, c'est que la transformation digitale, c'est pas du n'importe quoi. Et heureusement, les erreurs du passé permettent de s'améliorer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.